Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Euh, moi je me présente, je suis donc le professeur Olivier Palombi euh, et je suis accompagné du professeur Luc Mouton. Et nous sommes aussi accompagnés par la DGOS à travers Christelle Gallo et ses collaborateurs. Donc on va débuter très bientôt la diffusion du diaporama, ce qui sera suivi d'un temps d'échange. Euh, on essaiera d'activer vos micros, mais vous avez surtout la possibilité de poser des questions en ligne pour ceux qui sont connectés au niveau du webinaire à travers l'application. Il y a les questions que vous pouvez poser. Et on invite ceux qui sont sur YouTube de poser leurs questions dans le chat de YouTube. Hein, en sachant qu'il y a un décalage de quelques secondes entre YouTube et ce qu'on est en train de diffuser. Voilà. Alors ce qu'on va faire... O- Oui, Luc, je t'en prie. Olivier, Olivier, je pense qu'il faut que tu te présentes plus complètement parce que peut-être que certaines ne te connaissent pas. Ok, Tu vois, je pense que c'est bien indiqué ta spécialité, ok, je ta vais faire ça. localisation et tes fonctions. Donc je commence, Luc, puis je te donne la parole juste après. Donc moi, je Bien suis sûr. professeur d'anatomie, neurochirurgien au CHU de Grenoble, et je suis vice-président de l'UNES. Euh, voilà, donc Luc, à toi. Oui, donc Luc Mouton, moi je suis interniste à Paris, à l'hôpital Cochin, et je préside la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine. Et avec le professeur Benoît Weber, je suis missionné sur la réforme du troisième cycle des études médicales. Et avec Olivier Palombi et nos collègues de la DGOS, nous allons animer ce webinaire sur le matching de la R3C. Ok. Alors je vois qu'il y a encore de la place sur le webinaire, ce qui est pas mal. Je vais partager mon écran. Normalement, tout le monde doit voir l'écran. Alors, simplement, Alimatou, merci de me dire si ça se passe bien sur la chaîne YouTube, parce qu'on fait les deux en même temps. Je vais réduire encore cette vision-là et passer en plein écran pour la lecture du diaporama. Euh, si Christelle Gallo nous a rejoint, elle pourra se présenter dès qu'elle peut. Mais je propose néanmoins qu'on commence, si tout le monde est d'accord. Alors, on va, on va vous présenter rapidement l'ordre du jour sur l'heure et demie qu'on a prévu de consacrer à cet appariement. Donc, merci déjà de prendre le temps, soit sur vos vacances, soit sur votre temps là, de travail pour suivre cette présentation. L'objectif, c'est de vous donner des informations les plus claires, les plus limpides possibles et essayer de répondre à vos questions. Donc, on va vous présenter l'aspect un peu réglementaire, le troisième cycle. Ce sera le professeur Mouton qui va s'en charger. Ensuite, on vous présentera la plateforme CIMOP sous forme de capture vidéo qu'on vous mettra aussi à disposition. Enfin, on vous présentera le calendrier et puis les éléments pertinents sur l'ouverture de la plateforme pour ensuite terminer sur vos questions que vous pouvez dès maintenant taper en ligne soit dans le chat de YouTube, soit sur le webinaire. Euh, Luc, on avait prévu que ce soit toi qui prennes la parole sur cette partie Tout réglementaire à fait. des études. Tout à fait. Donc, écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire. Ce diaporama a été conçu par Olivier Palombi et l'UNES avec la participation de la CNCEM, de la conférence des doyens de faculté de médecine et donc des deux cabinets du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Euh, on va vous parler de cette phase de consolidation de la réforme du troisième cycle des études médicales et en particulier de ce qui concerne l'entrée dans la dernière phase et donc le matching de cette phase docteur junior. Diapositive suivante. En pratique,
Comme vous le savez, de très nombreux acteurs sont concernés par cette présentation. Tout d'abord, les chefs de service et responsables de structures ou maîtres de stage qui sont en exercice ambulatoire et qui obtiennent un agrément et sont des responsables de terrain de stage qui vont accueillir donc des DES en phase de consolidation. Les internes qui sont en phase d'approfondissement et s'apprêtent à rentrer en phase de consolidation, les coordonnateurs de DES et les doyens de leurs UFR, les présidents de commissions médicales d'établissement, les directions des établissements qui accueillent les docteurs juniors, les agents de scolarité du 3e cycle de l'ensemble des UFR sur le territoire national et l'ensemble des agences régionales de santé. Diapositive suivante. Alors, 3 étapes à cette présentation. D'abord, vous aider à comprendre la phase de consolidation de ce 3e cycle modifié et mis en place depuis finalement cette année 2017 et l'arrivée de la réforme du 3e cycle des études médicales. Ensuite, bien connaître et comprendre les principes de l'appariement pour la phase de consolidation. Et puis enfin, passer à l'action en voyant comment on peut activement participer à l'appariement pour la phase de consolidation, soit en tant qu'interne, ce qui est votre cas là, et qui va être bien sûr détaillé, soit comme responsable de terrain de stage, puisque c'est une innovation, cette phase de consolidation, et ça n'est plus au rang de classement l'interne seulement qui choisit, mais c'est un choix partagé entre l'interne qui émet des vœux, le responsable de terrain de stage qui classe les internes, et finalement l'appariement qui se fait. Diapositive suivante. Et donc, les grands principes fondateurs de la réforme du 3e cycle, c'est d'abord et avant tout l'acquisition des compétences avec une progressivité de la formation en 3 phases qui doit s'accompagner d'un suivi rapproché de l'étudiant au cours de chacune de ces phases. Diapositive suivante. Alors, cette diapositive, vous la connaissez bien. Je vais juste me permettre d'en rappeler les grands principes. Une phase socle qui dure 1 an, sauf pour la biologie médicale qui a une phase socle à 2 ans, qui est une phase où l'étudiant va, dans un contexte d'un encadrement rapproché, aborder les bases de l'acquisition des compétences dans sa spécialité, qui va se terminer par une évaluation et par la rédaction d'un contrat de formation qui sera signé par le doyen, par le coordonnateur et par l'étudiant. Un passage en phase d'approfondissement, phase qui va durer 2 à 3 ans. Et au cours de cette phase, eh bien, l'interne va progressivement améliorer ses connaissances, progresser dans l'acquisition de ses compétences, pouvoir s'inscrire éventuellement à une option s'il y en a dans son DES ou à une FST et soutenir en fin de phase d'approfondissement, et c'est très important, sa thèse d'exercice de façon à être autorisé après une évaluation à passer en phase de consolidation. La phase de consolidation qui dure 1 à 2 ans intéresse tous les DES sauf le DES de médecine générale qui pour l'instant n'a pas de phase de consolidation. Elle correspond à une phase d'acquisition de l'autonomie, on va y revenir, et avec un statut particulier du docteur junior qui n'est plus interne, mais qui n'a pas encore son diplôme et n'est pas encore assistant. Et ce statut particulier se traduit par une inscription provisoire à l'ordre des médecins et donc l'exercice dans le service sous la responsabilité du chef de service. Et puis ensuite, le diplôme d'études spécialisées est obtenu et on arrive au poste DES. Diapositive suivante. Donc, cette phase de consolidation correspond à une mise en responsabilité progressive avec une supervision initialement rapprochée et puis progressivement plus lâche, permettant au docteur junior d'acquérir son autonomie. Diapositive suivante. Donc, les terrains de stage sont des terrains de stage particuliers qui ont demandé
un agrément pour la phase de consolidation qui auront dû fournir un projet pédagogique que les responsables de terrain de stage pourront charger sur la plateforme, sur leur service sur la plateforme CIMOP Appariement pour que les internes puissent en prendre connaissance. Le docteur junior va en fait acquérir progressivement au cours de cette phase de consolidation une autonomie croissante, lui permettant, lors de la fin de cette phase de consolidation, un exercice autonome et donc l'exercice plein de sa spécialité future. Ce qui est très important, c'est que la supervision doit être adaptée avec une évaluation initiale, une supervision initialement rapprochée, puis progressivement plus lâche, avec une restitution des activités de moins en moins fréquentes vers les seniors. Et très clairement, le docteur junior a un statut spécifique, ce n'est plus un interne, ce n'est pas encore un chef de clinique, et il va falloir lui trouver une place dans les services qui ont donc cet agrément pour l'accueil des docteurs juniors. Diapositive suivante. L'affectation, en fait, elle est particulière par le fait que ça n'est plus un choix au rang de classement de l'interne, et c'est un principe d'appariement, c'est-à-dire que l'interne va faire des choix, et lorsqu'il va devenir docteur junior, il arrivera dans un service dans lequel le chef de service l'a également choisi, et c'est la conjonction des souhaits qu'a fait l'interne et du classement effectué par les responsables de terrain de stage qui va permettre à l'algorithme de fonctionner et de définir les appariements. Alors, diapositive suivante. Donc, ce qui est très important, c'est que ces modalités d'affectation spécifiques, elles sont spécifiées d'abord dans l'arrêté du 12 avril 2017. Elles correspondent en fait à des modalités d'application des maquettes de formation du DES qui sont elles aussi dans cet arrêté. Ce qui est important, c'est que le contrat de formation de l'étudiant qui est rempli chaque année au moment de la phase socle et puis après chaque année de phase d'approfondissement et que l'étudiant va utiliser pour charger sur la plateforme CIMOP Appariement au moment où il va faire ses vœux, eh bien, ce contrat de formation qui contient son projet professionnel va être un des éléments clés pour aider le responsable de terrain de stage à évaluer la pertinence de la candidature de cet étudiant dans son service. Et ce projet professionnel est clairement retranscrit dans ce contrat de formation. Et dans ce contexte, on comprend qu'il y a une dimension un peu plus forte encore, une dimension contractuelle entre le responsable de terrain de stage et le futur docteur junior, qui est à une phase cruciale de sa formation, même s'il n'y a pas en tant que tel un contrat papier signé. Et donc, ça justifie une préparation de la procédure de choix qu'on va vous exposer avec Olivier Palombi. Diapositive suivante. Et donc, cette procédure d'appariement, c'est l'aboutissement complet d'une formation de troisième cycle. Et clairement, elle se prépare. Elle se prépare par les échanges que l'étudiant pourra avoir en amont du dépôt de sa candidature avec les différents responsables de terrain de stage. Et cet étudiant devra essayer de pressentir quels sont les responsables de terrain de stage qui sont intéressés par sa candidature et aussi le type de terrain de stage qui l'attire pour cette phase de consolidation. Et ce qui est important, c'est que l'offre de stage sera en adéquation avec les objectifs pédagogiques et avec les besoins de santé. Donc, il y aura des terrains de stage en CHU, en CH, une certaine diversité de terrains de stage agréés pour cette phase docteur junior. Diapositive suivante. Alors, la plateforme CIMOP Appariement, c'est Olivier Palombi qui va vous la présenter et qui a, avec l'UNES, utilisé cet algorithme et mis en place cette plateforme. Merci Luc. Donc effectivement, je vais rentrer un petit peu plus dans les aspects outils et le fonctionnement de l'algorithme parce que vous devez comprendre comment ça fonctionne avec comme première information le fait que
l'algorithme qu'on a choisi a déjà été très largement utilisé, en particulier à l'étranger, pour des internes. En Écosse, pendant plusieurs années, ils ont utilisé cette solution pour affecter des cohortes d'étudiants quasiment aussi grosses que la nôtre, un peu plus petites, mais dans des proportions identiques, et qui ont permis ce processus d'affectation. Il faut savoir aussi, pour ceux qui sont curieux et que ça intéresse, c'est que ces techniques d'appariement, ce qu'on appelle aussi les techniques de mariage stable, ont été l'objet d'un prix Nobel pour un économiste, et des travaux ont permis de formaliser tout ça et d'obtenir aujourd'hui un outil qui permet de façon très efficace de réaliser les appariements, en particulier pour les terrains de stage. Donc je vous ai mis ici la publication scientifique, une des publications qu'on a utilisées. Ça, pour ceux qui aiment bien les maths et les aspects algorithmiques, c'est la programmation linéaire, c'est assez sympa à voir, et on vous invite à regarder pour ceux que ça intéresse. L'idée, c'est quand même d'être assez rassuré sur le fait qu'on n'a pas réinventé la roue et qu'on a pris un outil qui existait. Donc comment ça fonctionne? Vous avez bien compris, le professeur Mouton vous l'a expliqué, vous avez l'expression des vœux dans un premier temps de l'ensemble des étudiants sur les terrains de stage sur lesquels il peut déposer des vœux. Et une fois que tous les vœux ont été exprimés, vous avez le responsable de terrain de stage qui va classer les vœux qui sont déposés sur son terrain de stage par les internes. Et donc on se retrouve avec l'expression donc des vœux avec plus ou moins d'appétence, c'est-à-dire qu'on peut mettre un cœur à 5 cœurs si on a vraiment envie d'y aller, et le classement de le côté des RTS. Et donc l'algorithme va essayer de trouver une affectation qui soit la plus proche du vœu des internes et le plus proche du classement des responsables de terrain de stage. Donc c'est un processus d'optimisation, c'est-à-dire que c'est un système qui calcule et qui essaie de trouver la meilleure solution, et qui en réalité passe à travers tous les appariements possibles et fait émerger une solution qui est la plus pertinente. Donc on a mis des conditions sur la solution qui doit émerger. Bien sûr, c'est la meilleure solution possible pour chaque interne. Je vais y revenir pour vous dire ce que ça veut dire. Et aussi, on a fait un calcul pour que, globalement, tout le monde soit le plus satisfait possible. Alors, ce qui est assez rassurant, et on peut le partager avec vous, vous le savez sûrement, ce processus d'appariement a déjà eu lieu à 2 reprises l'année dernière, et on a pu obtenir des scores de satisfaction qui sont vraiment très satisfaisants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va tenir compte à la fois des souhaits de l'étudiant et des souhaits du responsable de terrain de stage. Et ces souhaits sont vraiment pris en compte. C'est-à-dire que si un interne ne présente pas sa candidature sur un terrain de stage, il ne sera pas affecté sur ce terrain de stage. Il n'y aura pas un processus où on est affecté alors qu'on n'a pas candidaté sur ce poste. Donc ça, c'est quelque chose de très fort à votre avantage, et qui vous permet vraiment de vous positionner sur les terrains de stage où vous avez envie d'aller. Du même côté, le responsable de terrain de stage peut ne pas classer ou classer vraiment en fin de tableau un interne qu'il ne souhaite pas voir dans son service. Et on insiste beaucoup sur ce processus, et le professeur Mouton a insisté dessus, on insiste encore. Vous allez être en stage sur un terrain de stage que vous souhaitez, et vous serez attendu par les responsables qui y travaillent. Alors comment fonctionne cet algorithme? C'est que, en gros, il va garantir un certain nombre de choses, et en particulier, il va garantir à chaque interne qu'il n'existe pas de stage qu'il aurait préféré ou le RTS l'aurait classé avant l'interne affecté à ce stage. Alors je vous accorde, il faut faire un petit effort de concentration pour comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on garantit à l'interne qu'on va prendre le stage, genre le vœu qu'il a, le premier vœu, ou genre le premier vœu qu'il souhaite, sous réserve effectivement qu'il ait été classé convenablement sur les terrains de stage où il souhaitait aller. Et cette garantie est très très forte et elle est garantie. C'est vraiment en ça que l'algorithme fonctionne. Et donc il peut émerger de ça, et je pense que ça vous trotte aussi dans la tête, de dire oui, mais il y a quand même un moyen peut-être d'obtenir ce qu'on veut. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de proposer certains vœux, de les mettre dans un ordre, etc. Alors je vous arrête tout de suite. Il n'y a aucune stratégie possible pour obtenir ce qu'on veut. La seule stratégie, c'est vraiment d'exprimer où vous souhaitez aller.
et de bien remplir les documents, les dépôts de candidature. Et cette notion-là, vraiment, elle est importante pour pas que vous vous engagiez dans des démarches qui soient compliquées. L'autre élément qui est très important, c'est que ce logiciel ne va fonctionner que quand il est nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez une entente préalable avec votre responsable de terrain de stage, que vous dites, ben, je vais classer ce terrain de stage en premier, et puis je vais mettre ce stage en 5 heures. Voilà, c'est vraiment le stage où je veux aller. Le responsable de terrain de stage va vous classer en premier. Il y a 100% de chances que vous soyez affecté sur ce terrain de stage. Donc vous voyez l'importance des ententes préalables avec vos responsables de terrain de stage. Alors en pratique, comment ça va se passer? Je vais reprendre la procédure pour que vous la compreniez bien. Le premier élément, c'est que vous allez vous connecter sur une plateforme où on va vous proposer les terrains de stage qui vous sont accessibles. Et sachez que l'affectation donc en phase de consolidation pour les docteurs juniors concerne la région. Et donc vous allez vous retrouver pas simplement avec les terrains de stage de votre subdivision, mais ceux de toute la région. Et donc sur cette interface, vous allez déposer un dossier, qui est un dossier de candidature, tout ce qui est le plus classique, avec une lettre de motivation, qui peut être la même pour toutes vos demandes de candidature, mais qui peut être aussi spécifique à un terrain de stage, le contrat de formation et un CV qui va permettre aux responsables de terrain de stage de se faire une idée et surtout, il va utiliser ce matériel pour classer les candidatures. Une fois que votre dossier est prêt, vous pouvez ensuite effectivement candidater sur les différents terrains de stage, avec, comme je vous l'ai dit, la possibilité de mettre 0 cœur et donc d'être certain de ne pas aller sur ce terrain de stage, et de mettre jusqu'à 5 cœurs sur les terrains de stage qui vous intéressent. Vous pouvez faire des ex-aequo, vous pouvez avoir 3 stages avec 5 cœurs. Il n'y a pas de limite non plus en termes d'expression de vœux. Néanmoins, on va vous contraindre à déposer un certain nombre de vœux pour être certain que l'algorithme fonctionne et qu'on puisse, au cas où vous n'êtes pas pris quelque part, vous affecter sur un deuxième, voire un troisième choix. Une fois que tout ça a été saisi sur la plateforme, les informations sont stockées sur CIMOP appariement, le temps que les responsables de terrain de stage, donc dans une deuxième phase, soient en mesure de classer les candidatures. Alors le classement du côté des responsables de terrain de stage, c'est un classement de 0 à n, avec la possibilité de mettre des ex-aequo. Si un responsable de terrain de stage ne sait pas qui choisir entre 2 candidatures qui l'intéressent, il peut très bien mettre premier les 2 candidatures en question. Il a lui aussi des contraintes assez fortes et on l'incite à classer toutes les candidatures, si ce n'est par politesse, genre à l'égard des étudiants qui se sont positionnés, mais on leur impose en chiffres qu'au moins 80% des candidatures soient classées. Et une fois qu'on a les 2 informations, vous avez compris que tout ça converge dans l'algorithme et permet de calculer l'ensemble des affectations en fonction des critères que j'ai décrits tout à l'heure. Alors, on reprend un petit peu le schéma d'ensemble. Vous avez compris les différentes étapes. Donc, la plateforme va être, je vais vous donner les dates tout à l'heure, ouverte très rapidement pour les internes afin qu'ils puissent déposer leur dossier. Et à la date donnée, ils pourront effectivement exprimer leurs vœux. Les RTS, une fois que cette période est terminée, vont classer les étudiants et on aura une première vague, qu'on appelle la vague 1 d'affectation, où l'expérience qu'on a montré qu'on avait plus de 85% des étudiants, voire plus, qui étaient affectés sur cette première vague. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que certains ne soient pas affectés? Il suffit d'avoir demandé des postes où vous avez des collègues qui sont mieux classés que vous, et donc vous n'arrivez pas à passer devant, et c'est pas impossible de se retrouver sur la deuxième vague. Donc les étudiants qui sont non affectés sur cette première vague vont rentrer dans une seconde vague qui a exactement le même format, sauf que cette fois-ci, les stages à disposition, les terrains de stage, ce sera les terrains de stage restants qui seront à disposition. Et là, on obtient une affectation et on obtient plus de 98%, voire 99% d'affectation de l'ensemble des internes. Et par précaution, puisqu'on a déjà vu que c'était possible, on l'a anticipé, on peut avoir quelques étudiants, on compte sur le doigt de la main, pour qui les choses seront traitées à la main, en présence du coordonnateur,
du doyen de la subdivision et d'éventuellement RTS pour discuter de la meilleure solution pour l'interne, sachant que l'interne, bien sûr, est convoqué et fait partie du processus de décision à cette phase ultime. C'est ainsi que sur les quelques semaines nécessaires pour faire ce processus, tous les étudiants sont normalement affectés sans exception. Alors, je vous ai placé sur cette diapositive le calendrier de ces différentes vagues, on vous les rediffusera. Le premier tour va commencer le 1er septembre et se terminer pour les internes le 7 septembre. Il faut savoir que la plateforme sera ouverte bien avant pour déposer vos candidatures, mais vous pourrez exprimer vos vœux sur les stages qui seront, les postes qui seront ouverts qu'à partir du 1er septembre. Les RTS prennent le relais le 8 septembre jusqu'au 14 septembre et on a le premier résultat le 15 septembre. Donc la majorité d'entre vous, vous aurez votre affectation au 15 septembre. Le deuxième tour s'enchaîne immédiatement derrière avec le dépôt des candidatures du 16 septembre au 22 septembre et le classement des étudiants du 22 septembre au 29 septembre pour avoir là encore une affectation de quasiment tous les étudiants le 30 septembre. Et la troisième phase est une phase assez rapide. Vous voyez, c'est du 4 octobre au 8 octobre avec les convocations qui sont envoyées dès le 1er octobre pour les étudiants concernés. Donc voilà, donc un rythme assez soutenu pour que ça fonctionne. On voulait aussi intervenir sur un cas particulier. Certains d'entre vous, on sait à peu près combien vous êtes, assez peu nombreux à l'échelle nationale, allaient être décalés. Ça concerne les étudiants parmi vous qui sont en DES, dont la phase de consolidation est découpée en années. Hein, c'est des stages de 2 semestres, donc d'une année. Et à ce moment-là, votre stage de consolidation sera décalé, commencera en mai 2022. Et donc, vous allez être amené à choisir ce terrain de stage dès la campagne en cours, hein, dès le mois de septembre. C'est pour des raisons d'organisation, mais vous devrez déclarer sur la plateforme, avec une case à cocher spécifique, que vous ne prendrez vos fonctions non pas en novembre, mais en mai, avec toute une organisation derrière sur laquelle je n'interviens pas, mais peut-être que vous aurez des questions là-dessus. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne? On va vous présenter du point de vue de l'interne et aussi du point de vue de responsable de stage pour que vous compreniez bien le processus. Donc, le premier élément, c'est qu'on vous invite à vous connecter sur cette plateforme, CIMOP Appariement. Donc, vous pouvez prendre le temps de le noter ou vous en souvenir par cœur. C'est cides.unes.fr/CIMOP-appariement. C'est la même adresse pour les responsables de terrain de stage si certains vous demandent un coup de main. Lorsque vous allez vous connecter, on va vous demander de vérifier vos données pour vous assurer qu'on a les bonnes informations et que vous êtes la bonne personne. Vous allez pouvoir déposer votre dossier et ensuite, quand la période sera ouverte, vous pourrez déposer vos vœux. Alors, on a prévu une vidéo de démonstration. Je vais enlever voilà. Sur cette vidéo de présentation qui est sur YouTube aussi. Vous pouvez flasher le QR code si vous voulez la voir directement. Et je vous propose de la regarder, c'est quelques minutes. Par contre, il faudra bien me dire si vous entendez le son convenablement. Alors. On arrive sur la partie Docteur Junior de l'application. La page d'accueil présente les différentes étapes à réaliser pour le processus d'appariement. On peut soit activer une présentation animée de l'application, soit accéder directement à l'application. Une fois arrivé sur l'application, sur la partie gauche, il y a le menu avec les différentes étapes. Et pour chaque étape, la date de début et la date de fin. La première étape étant l'édition du dossier, ensuite les candidatures sur les postes et pour finir les affectations. Pour la partie édition du dossier, il y a 3 parties, les documents ajoutés par défaut, les documents sur des candidatures spécifiques et le texte de présentation. Nous allons rajouter un document, dans ce cas-là un CV, et le document apparaît dans la partie Mes documents ajoutés. Tous les documents ainsi rajoutés seront mis par défaut dans chaque candidature.
Nous allons donc rajouter les 2 autres documents spécifiés, un contrat de formation et une lettre de motivation. Pour chaque document, il est possible d'éditer le nom, de le télécharger, de voir un aperçu ou de le supprimer. Une fois les 3 documents téléchargés, le bouton se grise. Il est impossible de télécharger plus de 3 documents par défaut. Il est également possible via cet écran d'éditer le texte de présentation qui sera ajouté par défaut à toutes les candidatures. Une fois l'édition du dossier réalisée, il est possible de candidater sur les différents postes. Sur le 2e onglet du menu « Liste des postes », on voit l'affichage de tous les postes sur lesquels je peux candidater. Tout en haut à droite est affiché le temps qu'il reste pour finir les candidatures. Un bandeau rouge précise le nombre de candidatures minimum à effectuer. Et en dessous, un rappel de la région et des subdivisions disponibles. Dans notre cas, nous sommes sur la région Île-de-France, avec comme spécialité la gériatrie. Pour candidater sur un stage, je peux mettre de 1 à 5 cœurs sur celui-ci. Si je mets aucun cœur sur un stage, je ne candidaterai donc pas et je ne pourrai pas être affecté sur ce stage. Olivier, je ne sais pas si vous m'entendez, on n'a pas de son sur le GoToWebinar. Je peux l'éditer via ce bouton. Je vais regarder. Je vois donc un rappel de ma candidature, le texte de présentation par défaut et la liste des documents fournis pour cette candidature par défaut. Il est possible de modifier le texte pour avoir un texte spécifique sur cette candidature. Il est également possible de modifier les documents qui seront envoyés pour cette candidature, soit en enlever, soit en rajouter, toujours dans la limite des 3 documents. Je peux également cliquer sur la vignette du poste pour voir plus d'informations sur ce poste. Apparaîtra notamment la description faite par le RTS. Je peux également, via cet écran, candidater et éditer ma candidature. On n'entend toujours rien. Hein. Oui, Luc, j'arrive pas à faire passer le son, je ne sais pas pourquoi. Je vais candidater sur les postes suivants. Par contre, sur YouTube, on est bon. Tu n'entends pas le son, Luc, toi? Une fois le minimum de 8 postes atteint, alors, la barre rouge devient. Je m'arrête un instant, je pense que c'est sur le... Je pense que c'est une option là du... Excusez-moi, parce que si vous n'entendez pas le son, ça manque franchement d'intérêt. Je pense que c'est une option sur le... Là, la diffusion et le partage, il doit y avoir une option pour le son, mais je ne sais pas où elle est sur ce truc-là. Je ne sais pas comment faire, franchement. Est-ce que vous pouvez peut-être mettre le lien vers le chat pour que ceux qui sont sur GoToWebinar puissent cliquer directement sur la vidéo? Oui, je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors, est-ce que vous m'entendez là? On vous entend très bien. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre effectivement le lien. Et puis les internes pourront regarder. On arrive sur la partie docteur junior de l'application. Les internes pourront regarder tranquillement. Excusez-moi. Voilà, je me dépêche. Ok, donc je mets dans le chat. Ouais, mais c'est le problème de configuration du webinaire. Ça, c'est vraiment embêtant. Je mets le chat pour tout le monde. Vous avez le lien sur la vidéo pour les internes. Voilà. Ok, vous avez le lien ici.
Et je vais faire pareil pour le RTS, comme ça vous pourrez le lancer aussi de votre côté. Je suis désolé de cette défaillance. Voilà, donc là, dans le chat, vous avez tous, pour les gens qui sont sur le webinaire, le lien vers les deux présentations. Du coup, ce que je vous propose, c'est de ne pas reprendre la version pour les internes. C'est pourtant assez simple. Je vous invite à suivre le lien. Voilà. Donc, du coup, on va passer au mode RTS si vous êtes d'accord. Et je vous invite à aller dans le chat au moment où je lance la vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder en même temps. Ça vous permet de voir du côté du RTS ce qu'il a à faire. Voilà, donc il a les mêmes contraintes, c'est la même plateforme. Et là, cette fois, je le lance. Lorsque je me connecte à l'application SimPaparima en tant que responsable de terrain de stage, j'arrive sur cette page. Si c'est ma première connexion, une aide contextuelle me sera proposée. Sur la gauche de la page, il y a le menu qui présente les différentes parties de l'application. Mes postes, le classement des candidatures et les affectations. Sous chaque partie du menu, il y a les dates d'ouverture de chaque partie. Tout en haut, le nom de la vague est précisé. En bas du menu, il y a différents boutons. Je peux, si je suis coordinateur, accéder à l'interface coordinateur. Je peux accéder à mon profil. Je peux également réactiver l'aide contextuelle ou avoir un lien vers un tutoriel vidéo. En bas de la page, je peux également télécharger les tutoriels en cliquant sur Besoin d'aide, accéder aux conditions générales d'utilisation ou alors au fil d'infos SimPaparima. Si je reviens sur la page principale, je suis dans la première partie de l'application qui s'appelle Mes postes. Cette page présente les différents postes sur la campagne. Pour chaque poste, les informations du terrain sont précisées et le nombre de places restantes. Je peux avoir plusieurs postes sur un même terrain de stage. Il est également précisé si c'est un poste simple ou couplé. Et en passant la souris sur le terme couplé, je peux voir avec qui mon poste est couplé. Si je clique sur un des postes, les informations du terrain s'ouvrent et je peux également mettre à jour la description de mon terrain de stage. Et valider en cliquant sur mettre à jour. Ou alors télécharger un fichier descriptif en cliquant sur le bouton télécharger un fichier descriptif. Un panneau latéral s'ouvre sur la droite. Je peux alors cliquer sur chercher le fichier sur mon ordinateur. Je peux choisir un fichier et cliquer sur ajouter. À tout moment, je peux voir le fichier descriptif en cliquant sur ce bouton, ou alors télécharger et remplacer le fichier par un nouveau fichier. Une fois la description du terrain mise à jour et les fichiers téléchargés, je peux revenir à la page précédente en cliquant sur la flèche en haut à gauche de l'écran. Je peux répéter l'opération pour chacun de mes terrains. Lorsque la description de mes terrains est à jour, et si la période est ouverte, je peux aller sur le classement des candidatures. Les postes sur lesquels il reste des places sont alors affichés. Si jamais le classement sur le poste n'est pas encore valide, un pictogramme rouge apparaît. Si le classement est valide, alors un pictogramme vert apparaît. À nouveau, l'indication du poste couplé ou simple apparaît sur la carte du poste. Il est également précisé l'accès sur ce poste. Si j'ai un accès référent sur un poste couplé, alors je pourrais faire le classement. Si j'ai un accès consultatif, je ne pourrai que consulter le classement.
Si je clique sur le premier poste, une page avec les candidatures apparaît. Tout en haut de la page, le descriptif du poste est rappelé. En haut à droite, si le poste est couplé, les informations du second RTS sont affichées, avec son nom, prénom et son mail. En rouge, les contraintes à respecter pour le classement sont affichées. Dans mon cas, il ne doit pas rester de candidature non classée, et le premier rang du classement doit contenir un étudiant de la subdivision. À gauche de l'écran, la liste des candidatures encore non classées apparaît. Si je clique sur une des candidatures, je peux voir le détail de la candidature de l'interne, avec son numéro d'étudiant, sa spécialité, sa subdivision, son texte de présentation et son CV. Je peux avoir un aperçu ou télécharger les différents documents que l'étudiant aura mis dans sa candidature. Je peux également ajouter des observations sur cette candidature. Ces observations sont personnelles, elles servent juste à m'aider pour mon classement. Je peux, si besoin, les modifier, les supprimer ou en ajouter de nouvelles. Une fois que j'ai pris connaissance de la candidature, je peux revenir à la page précédente en cliquant sur la flèche en haut à gauche du panneau latéral. Pour classer les candidatures, il y a différents boutons. Je peux soit les classer en cliquant sur la flèche, ça permet de monter la candidature, soit cliquer sur le bouton et choisir directement le rang à laquelle je veux classer la candidature, ou alors je peux la marquer comme non retenue en cliquant sur le bouton avec une croix. Toute candidature non retenue ne sera pas prise en compte dans l'appariement. Je peux toujours, une fois un premier classement effectué, faire naviguer mes candidatures de haut en bas en cliquant sur les flèches. Au fur et à mesure de mon classement, le bandeau des contraintes se met à jour, et si le classement est valide et a respecté les contraintes, le bandeau devient vert. Mon classement a alors été pris en compte. Une fois mon classement terminé, je peux revenir à la page précédente en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Je retrouve alors la liste de mes postes et le pictogramme rouge est passé au vert. Une fois tous mes classements valides, je peux attendre la période d'appariement. Lorsque la période d'appariement est terminée et que les affectations sont disponibles, je peux aller sur la troisième partie de l'application « Affectation » pour voir le résultat. Dans l'exemple à l'écran, je n'ai eu aucune affectation dans la vague 1 et un interne a été affecté sur un des postes dans la vague 2. Je vois le détail du poste en question, le nombre de postes pourvus et le nom de l'interne qui a été affecté. En cliquant sur « En savoir plus », je retrouve les infos de la candidature de l'interne avec son texte de présentation et ses documents. Je retrouve également mes observations. Voilà, donc on a été, voilà, c'était important de vous présenter cette vidéo. Je suis désolé pour le problème technique, pour ceux qui sont sur le webinaire, mais vous avez les liens pour les regarder de nouveau. Et ça nous a paru important de vous montrer les deux aspects de la plateforme. Il n'est pas rare que la responsable de terrain de stage demande un petit coup de main à leurs internes pour savoir s'en servir. On voulait vous donner aussi des dates importantes qui vous concernent directement. Donc sachez que la plateforme sera ouverte le lundi 26 juillet, donc lundi prochain, pour que vous puissiez déposer vos candidatures et les différents dossiers sur votre dossier avec les différentes pièces à l'intérieur. Sachez par contre que vous aurez la vision des postes
ne sera accessible, vos postes sera accessible qu'au moment d'expression des vœux ou peut-être un peu en amont, mais il ne faut pas vous attendre quand vous allez vous connecter le 26 juillet, sauf cas particulier, à avoir les terrains de stage et les postes ouverts. Pourquoi pour ça? Parce simplement, cette liste est en cours de validation et de vérification. Pour les RTS, la plateforme a ouvert aujourd'hui, ce matin. Voilà, et ceux qui ont un terrain de stage renseigné par leur ARS peuvent déposer le petit descriptif tel que ça vous a été montré et ils seront prêts à classer les étudiants. Voilà. En sachant qu'il y a des spécificités par subdivision. Apparemment, tout est prêt au niveau de l'ARS Île-de-France pour les RTS et d'autres sont en train d'arriver dans les semaines qui viennent. Voilà, et donc si un RTS a des difficultés sur son terrain de stage, eh bien, qu'il y a des erreurs en particulier, il doit contacter sa scolarité, le coordonnateur, pour que les modifications puissent être prises en compte dans la base de données et qu'on puisse actualiser la présentation. Voilà, donc on a terminé la présentation telle que j'en avais prévu. Donc du coup, moi ce que je propose, c'est peut-être qu'on s'attarde un peu sur les questions que vous avez posées. Donc du coup, je ne sais pas comment on commence. Alors, il y a des questions à la fois sur le chat de YouTube que moi j'ai sous les yeux. Je peux peut-être commencer par là parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et puis, Luc, on répond à deux voix sur les questions qui sont en ligne. Ok, moi j'ai essayé au fur et à mesure de répondre. Il y a des questions qui sont récurrentes. Donc je propose à ceux qui ont posé les premières questions avant 14h30 à regarder les réponses. Et puis pendant que tu détailles ça, je vais continuer à répondre dans le chat et puis ensuite on enchaînera avec des réponses orales. Alors Luc, il faut qu'on se méfie parce que les questions là sont visibles uniquement par ceux qui sont dans le webinaire. Mais on a pas mal d'étudiants qui sont sur YouTube qui voient pas les questions. Donc, il ne faudra pas hésiter dans les réponses que tu as déjà données d'éventuellement informer tout le monde, quoi. Faire une répétition. D'accord, voilà, d'accord. Hein, d'accord. Donc, moi, si je vais sur le chat, là, sur YouTube, alors, oui, donc, il faut savoir qu'effectivement, il y a un cas particulier en ce qui concerne le périmètre des postes possibles pour la génétique médicale, qui est une exception et qui a donc, elle, un choix à l'échelle nationale. Je crois que ça a été même confirmé dans le chat entre vous. Alors, il faut préparer une lettre de motivation, un contrat de formation par service sélectionné ou bien une lettre de motivation plus générale. Alors ça, vous avez le libre choix. Vous pouvez soit faire un courrier type et un CV type et puis vous déposez toujours la même chose dans toutes vos candidatures. C'est même fait en automatique, hein, ça vous a été présenté. Soit faire le choix de déposer soit un CV, genre plutôt une lettre de candidature spécifique par terrain de stage. Sachez que ce n'est pas complètement absurde, hein, une lettre de motivation qui a bien connaissance du terrain de stage où vous voulez aller, ça peut être des éléments positifs pour être pris. Alors, il y a une autre question. Alors, quand pourrons-nous avoir à disposition l'ensemble des terrains de stage ouverts et le nombre de postes disponibles sur les TDS? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc cette question était avant que j'en parle. A priori, c'est à l'ouverture que officiellement vous aurez des postes. Peut-être que vous pouvez en voir quelques-uns là, je n'ai pas l'info exacte. Mais sachez que c'est à la date du 1er septembre, là, quand ça va vraiment faire vos choix, que vous aurez la liste vraiment officielle arrêtée. Alors, bonjour, actuellement en phase d'approfondissement, je n'avais pas connaissance du contrat de formation à établir en fin de phase de consolidation. Donc ça, Luc, je réponds, mais c'est en réalité assez important, ce contrat de formation. Ça a du mal à se déployer, il y a des endroits où on n'en parle même jamais. Sachez que ce sont des textes de loi. Et que normalement, votre DES, vous avez un contrat de formation qui vous suit, qui est la plupart du temps rédigé à la fin de la phase de consolidation et qui évolue au cours.
Voilà, donc en gros, si vous l'avez pas, votre scolarité, vous l'avez pas fournie, eh ben, vous n'avez rien à mettre, hein, vous l'avez pas. Peut-être juste rappeler que ce contrat de formation, c'est un contrat que vous remplissez, comme je l'ai indiqué au départ, dès la phase socle, qui vous permet d'échanger avec votre tuteur ou votre coordonnateur et notamment d'appréhender les FST, les options qui existent dans votre spécialité, les possibilités éventuelles de suivre une formation scientifique à côté, de Master 2, le choix d'un sujet de thèse, et surtout d'élaborer votre projet professionnel. Et ce contrat de formation qui est signé par le doyen, par le coordonnateur et par vous-même, eh bien, vous pouvez l'ajuster chaque année. Hein, donc, c'est du travail pour les équipes de coordination. Et lorsque vous le déposez sur la plateforme, ça donne des tas de renseignements sur votre parcours et sur votre projet professionnel. Donc, ça aide un chef de service à vous évaluer. Alors, c'est évident que si vous n'en avez pas, c'est malheureux parce que c'est vraiment l'ossature de cette réforme du 3e cycle, puisque c'est à partir de ce contrat de formation que vous allez prendre toutes les décisions importantes, le respect de votre maquette et les décisions qui vont aller dans le sens de votre projet professionnel. Donc, c'est vraiment dommage si vous ne l'avez pas, mais vous n'en êtes pas responsable. Mais en principe, c'est une pièce maîtresse très importante. Ensuite, il y a une question qui est assez pertinente là, pour essayer de bien comprendre l'algorithme. Que se passe-t-il si 2 internes sont classés ex aequo sur un même terrain de stage? Donc, s'ils ont mis le même nombre de cœurs chacun, et qu'ici, ils sont ex aequo, c'est le processus global de l'algorithme qui prend en charge ça, et ça va dépendre des candidatures et des vœux des autres de ces 2 mêmes étudiants sur d'autres terrains de stage. Donc vous avez vu qu'il y a garantir que c'est le meilleur classé, etc. Et il y a un autre élément qui intervient, c'est ce qu'on appelait la satisfaction globale. C'est-à-dire qu'en gros, l'algorithme va tester tout ce qui est possible entre ces 2 internes, et ce qui sera sélectionné, c'est ce qui va être le plus proche de la satisfaction globale sur l'ensemble des internes. Donc effectivement, l'explication réelle sur 2 personnes ex aequo, même classement, etc., eh bien, c'est produit par le reste de l'algorithme. Parce que sinon, il n'y avait pas de moyen de l'arbitrer autrement. Alors, pour ceux qui n'ont plus accès à leur compte CIDES, du fait notamment d'une année recherche, comment pouvons-nous avoir accès à la plateforme? Alors, ce n'est pas une question d'accès à CIDES, c'est vos comptes universitaires, même si vous êtes en année recherche, vous devez les avoir, que vous utilisez pour vous connecter. Si vous avez des soucis sur vos identifiants universitaires, c'est votre scolarité qu'il faudra contacter. Les docteurs juniors auront-ils le droit de signer les certificats de décès et de gérer la traçabilité des morphiniques? Alors, je ne sais pas, Luc, si tu peux répondre à ça, mais pour moi, en principe, le certificat de décès, celui qui est, je dirais, non pas le décès par réel et constant sur le bon de salle, qui est signé par l'interne, mais le vrai certificat de décès est signé par un médecin thésé. Et donc, il y a des codes spécifiques. Donc, en principe, comme ça, je crois pouvoir répondre que non. Et sur le deuxième point, la prescription de stupéfiants, par contre, comme ça, je dirais qu'il peut prescrire des stupéfiants, mais j'ai pas vérifié. Je sais pas si quelqu'un parmi nos amis de la DGOS a en tête la réglementation là-dessus. Alors là, tout de suite, je ne l'ai pas en tête. Je pensais surtout au certificat de décès, mais c'est une question qui est récurrente. Il faut juste que je regarde les textes parce qu'on a publié des choses dessus, notamment aussi sur les mesures en psychiatrie pour les hospitalisations non consenties. Et par exemple, ça, ce n'est pas possible. Et du coup, je vais regarder, mais de toute façon, on vous retransmettra une fois aux questions complètes, notamment avec cette question et la réponse figurera dedans. Bonjour, qu'en est-il des stages inter-CHU en tant que docteur junior? Alors ça, c'est une bonne question qui revient souvent. Sachez que les inter-CHU, donc qui sont les stages en dehors de la région,
c'est une procédure qui est faite en amont et qui est en dehors du processus d'appareillement qu'on vous a montré. Donc, il y a des commissions qui se font en amont et c'est des discussions qui sont en amont. Alors, comment se passe la procédure de choix dans les spécialités à faible effectif pour lesquelles il n'existe qu'un poste par région et où l'appariement ne pourrait se faire qu'au niveau national? Alors, je vais vous répondre. A priori, ce qui a été identifié dans cette situation, c'était effectivement le DS de génétique médicale. Pour les autres, a priori, et vous l'avez compris, hein, les postes qui vont être ouverts vont être en adéquation avec les internes et les formations qui sont en cours. Donc, je ne sais pas, Luc ou au niveau, ou Justine, si vous souhaitez confirmer ça. Non, mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 3 spécialités chirurgicales à faible effectif qui ont demandé à ce que la procédure de matching soit une procédure nationale. Hein, il faut savoir, il n'y a pas de secret, c'est la neurochirurgie, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire et la chirurgie vasculaire. Argumentant que l'effectif étant très faible, eh bien, il faut absolument que l'accès aux différents services soit national. Il y a une spécialité chirurgicale à petit effectif qui, au contraire, refuse cette perspective, c'est la chirurgie pédiatrique, arguant du fait que si la procédure est nationale, il y a des subdivisions qui n'auront plus jamais de docteurs juniors, tous les docteurs juniors voulant se rendre dans les grands centres, dans les grandes villes. Et donc là-dessus, l'arbitrage pour cette année qui a été fait par les cabinets est un arbitrage pour maintenir ces spécialités chirurgicales à un matching régional. Et donc, par contre, il y a la possibilité éventuelle d'interchu, mais ça, comme on l'a déjà dit, l'interchu est en dehors du matching. Et c'est un point qui sera rediscuté l'année prochaine, mais on a déjà discuté avec les spécialités chirurgicales intéressées. Ce qui est très important dans ce contexte, c'est qu'il faudrait que les spécialités chirurgicales aient toutes la même position. J'entends les spécialités chirurgicales à faible flux, parce qu'en effet, on peut comprendre qu'un DES qui est neurochirurgien et qui envisage une phase de consolidation en neurochirurgie pédiatrique, quand il n'y a pas de neurochirurgie pédiatrique dans sa subdivision, qu'il souhaite en effet faire un interchu et donc que la mobilité et le matching national faciliteraient les choses. Mais il faut que toutes ces spécialités soient d'accord, que la conférence des doyens soit d'accord et que les cabinets soient d'accord. Et cette année, les délais étaient courts et il n'y a pas eu d'arbitrage favorable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas l'année prochaine. Bonjour, les RTS auront la possibilité de ne pas retenir le 20% de candidatures. Attention, il leur est demandé de classer au moins 80% des candidatures. D'accord ? Donc, ils peuvent se dispenser de classer 20% des candidatures. Vous voyez qu'il faut faire un calcul, mais il faut déjà un certain nombre de candidatures pour trouver 20%. Donc, quand vous avez 2 candidats, ils sont obligés de classer les 2. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, quelle est la procédure si nous voulons faire un interchu en tant que docteur junior ? Il faut contacter votre coordonnateur et en discuter avec lui, en sachant que la procédure est déjà pas mal avancée pour cette année. Alors, qu'en est-il du certificat de soins sous contrainte en psychiatrie? Donc, je pense que ce sera la même chose que pour les morphiniques, on vous répondra. Le docteur junior... Pour ce certificat, la réponse est non. Le docteur junior n'est pas la personne qui rédige le certificat. Les docteurs juniors sont thésés par définition. Effectivement, vous ne pouvez pas rentrer en phase de consolidation si vous n'avez pas soutenu ou défendu votre thèse d'exercice. Donc effectivement, ils sont thésés. Mais attention, vous êtes thésé, inscrit à l'ordre sur une inscription provisoire, mais vous êtes encore un docteur junior. C'est important de bien avoir ça en tête. Pouvons-nous faire 6 mois de CHU et 6 mois de CH dans la première année où tous les choix sont pour un an? Alors Luc, je te laisse répondre parce que ça c'est... Après il y a une autre question sur la liste des DES à 1 an, mais c'est dans les maquettes en réalité. Oui. Alors ce qui est très important, c'est que quand vous êtes dans une spécialité qui appartient au groupe des 15,
c'est-à-dire les 12 spécialités chirurgicales en 6 ans, c'est-à-dire toutes les spécialités chirurgicales sauf le DESCO, la médecine d'urgence, la médecine légale et expertise médicale et la pneumologie. Vous pouvez faire un stage d'1 an sur un seul site, mais vous pouvez aussi faire un stage d'1 an correspondant à 2 stages de 6 mois embrochés, qu'on appelle couplés, mais que vous choisissez d'un seul tenant. Et un de ces stages de 6 mois peut être sur un CH et l'autre sur un CHU. Et comme les stages sont couplés, eh bien le choix se fait en une seule fois sur 1 an. C'est le cas, par exemple, de la médecine d'urgence, où vous avez un stage en SMUR, un stage en médecine d'urgence. Eh bien, la médecine d'urgence a choisi des stages couplés et les étudiants choisissent une seule fois, mais ils choisissent en même temps 2 périodes de 6 mois sur 2 sites qui peuvent être différents et qui peuvent être un CH et un CHU. Alors, Luc, dans la même idée, bonjour, avez-vous une liste officielle des DES dont la phase de consolidation dure 6 mois et pour ceux pour lesquels celle-ci dure 1 année? Donc là, je vous ai énuméré les DES qui sont dans le groupe des 15 qui ont eu des stages de phase de consolidation d'1 an. Et donc, pour 6 mois, c'est tous les autres, c'est-à-dire que c'est la biologie médicale, le DESCO et les 26 spécialités médicales qui ne sont pas la médecine d'urgence, la pneumologie, la médecine légale. Et donc, voilà les 2 groupes. L'arrêté va être discuté en CNEMOP mardi prochain et paraîtra très prochainement, établissant ces groupes. Qu'en est-il des postes en surnombre, validants, non validants? Alors, peut-être Christelle Gallo pourrait-elle commenter sur ce point. Ce serait bien que ce soit la DGOS qui intervienne. Mais du coup, quelle est la question sur les stages validants et non validants? Alors, c'est ce que j'ai dans le chat. C'est vrai que c'est un peu lacunaire. Il faudrait peut-être préciser la question. On va continuer. Peut-être quand même, est-ce que le surnombre, c'est automatiquement associé à un stage non validant? Je pense que c'est ça la question. C'est exactement les mêmes conditions que pour les 2 autres phases. On est sur le surnombre non validant choisi hors plateforme. Par contre, le surnombre validant, lui, choisira comme ses co-étudiants dans la plateforme. Okay. Quand aurons-nous la liste définitive des postes ouverts? J'ai répondu tout à l'heure, hein, c'est le 1er septembre. Je ne sais pas si Justine voulait rajouter quelque chose sur cette date-là, mais a priori, c'est le temps que tout soit mis à jour sur la plateforme et validé. Hein, si vous confirmez? Oui, la liste officielle des postes, ce sera le 1er septembre dès l'ouverture des vœux. Avant, s'il y a des postes qui sont affichés, ils sont quand même susceptibles de bouger encore. Par contre, pour aider les étudiants, la plateforme CIMOP Appariement va exprimer, finalement, permettre de visualiser la liste des terrains de stage qui ont un agrément pour la phase docteur junior. Ça n'augure pas que chaque terrain agréé accueillera un interne, mais ça permet déjà aux futurs docteurs juniors de se faire une idée des services qui vont pouvoir les accueillir. Et surtout, les services, les responsables de terrain de stage pourront charger sur l'icône de leur service leur projet pédagogique docteur junior permettant d'informer ses internes. Bonjour, à combien de postes devons-nous candidater au minimum en tant qu'interne? Donc moi, j'ai plus le chiffre en tête, je ne sais plus ce qu'on a décidé, mais vraiment l'interface vous donne toutes les infos très précises sur le nombre de postes que vous avez à classer. Tant que vous avez un bandeau rouge, c'est pas suffisant. C'est 20% pour la première phase en principe et 50% pour la deuxième. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, vous ne pouvez pas valider vos choix parce qu'il y a, comme le dit Olivier Palombi, un bandeau de sécurité. Donc, si vous vous apercevez que vous avez l'impression d'avoir bien fait et que vous ne pouvez pas valider, c'est que vous n'avez pas encore fait suffisamment de choix. Pour accéder au secteur 2, il faut avoir validé une année de docteur junior plus une année de clinica.
c'est aussi possible pour ceux qui font un assistanat. Donc Luc, peut-être un petit mot sur le secteur 2, ou Christelle. Peut-être Christelle, peut-être sur le versant très réglementaire. Oui, il est indiqué dans le décret de docteur junior que la phase de consolidation, donc la phase 3, quelle que soit la durée, qu'elle dure 1 an ou 2 ans, est comptabilisée au titre d'1 an d'assistanat. Que se passe-t-il si la thèse n'est pas passée avant le 31 octobre? Eh bien, tout simplement, vous ne pouvez pas prendre votre fonction de docteur junior. La règle des 107% d'inadéquation pour le nombre de postes proposés sera-t-elle respectée, y compris pour les DES à faible effectif? Voici Christelle, peut-être. Oui, c'est une règle générique qui vaut pour l'ensemble des phases l'ensemble des phases pour l'internat. Donc, il n'y a pas de problème. Bonjour. Peut-être une précision là-dessus, parce que certains services sont très réticents, notamment certains responsables de terrain de stage sont très réticents parce que le fait d'afficher un poste docteur junior les oblige, quand la spécialité n'a pas bénéficié d'une année de plus, à convertir un poste de DES de phase d'approfondissement. Et cette inadéquation obligatoire de 7% contraint finalement à l'ouverture de postes qui potentiellement ne seront pas pris. Et ce qui est important, c'est qu'avec le calendrier qui a été défini, à la fin de la procédure de matching de première phase, où on sait qu'à peu près 95% des étudiants auront trouvé un terrain de stage, eh bien, on sera aux alentours du 15 septembre, et les agences régionales de santé peuvent s'arranger, s'organiser pour que la phase, que la réunion de commission de répartition des postes de phase d'approfondissement ait lieu après, c'est-à-dire à partir de la date du 20 septembre, et les postes de phase de consolidation qui ne sont pas pris peuvent éventuellement être basculés sur des postes de DES de phase d'approfondissement, permettant aux chefs de service dont le poste n'a pas été pris comme docteur junior, de ne pas perdre la possibilité d'accueillir un interne de DES de phase d'approfondissement. Pardon d'avoir été un peu long. Bonjour. Est-il possible de candidater à une année recherche au cours de son année de docteur junior, février-mai 2022, pour l'année suivante? Alors, non, on ne peut pas faire les deux en même temps. Par définition, si on fait l'année recherche, on a une année de disponibilité et on ne peut pas faire en même temps son année de docteur junior. En sachant que le docteur junior, il est vraiment dans l'exercice de sa spécialité. Hein. C'est vraiment la prise de responsabilité. Donc, on ne peut pas tout cumuler. Il faudra trouver le temps quand même de caser tout ça. Si l'interne décide de faire un interchu lors de la 2e année du docteur junior, il ne participe donc pas à la procédure d'appariement. Alors, là, le docteur junior, sur sa première année, alors je ne comprends pas bien la question, mais en gros, si sa première année, elle commence en novembre prochain, il faut absolument qu'il participe au choix. Et donc, si c'est un DES en 1 an, eh bien, pour sa 2e année, il sortira peut-être du choix s'il obtient un interchu pour sa 2e année. Moi, je le comprends comme ça. Tout à fait. Alors, et je rappelle que les interchus sont d'1 an pour les spécialités qui ont des stages d'1 an. Et donc, pour les quelques rares personnes qui auraient obtenu un interchu de 6 mois pour une phase de consolidation débutante, il y aura des dérogations. Donc, on ne va pas casser les choses construites. Mais en dehors de ces exceptionnels cas, dorénavant, les interchus pour des spécialités qui comportent une phase de consolidation de 2 ans ou des stages d'1 an dans une phase de consolidation d'1 an, eh bien, ce seront des interchus d'une durée d'1 an. Alors la question, c'est sur les stages interchus. Est-ce qu'ils permettent de valider et d'obtenir le diplôme de DES? La réponse est oui. Hein. Une fois que c'est décidé et validé, vous aurez votre diplôme de DES. Si on veut faire 1 année ou 1 année et demie de docteur junior en dehors de sa région, il faut envisager de faire une demande d'interchu. La réponse est oui,
en sachant quand même que l'interchus est un cas très particulier. Hein. Il faut vraiment faire la preuve que par rapport à votre formation, votre parcours, etc., il n'y a pas de quoi vous former tel que vous l'entendez dans votre région. C'est quand même pas évident. C'est des cas très particuliers qui sont traités individuellement. Vous confirmez bien que les étudiants de psychiatrie rentrant en phase de docteur junior en mai 22 effectueront leur campagne de choix en février 22. Alors, pour bien comprendre, la question c'est les étudiants de psychiatrie. Alors pourquoi psychiatrie rentrant en phase de docteur junior en mai? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui serait décalé, alors, hein, c'est ça, qui serait décalé. C'est quelqu'un qui est dans une spécialité, qui a des stages à 6 mois et qui est décalé de 6 mois, donc qui n'a pas besoin de choisir tout de suite et qui choisira à la procédure de matching prochaine, l'hiver prochain, qui sera probablement entre fin février et début mars 2022. Alors, je saute certaines questions que l'on a déjà répondu. Oui, alors pour ceux qui ont des stages en 6 mois, effectivement, il y a 2 matchings par an. Hein. Donc je réponds rapidement à la question comme ça vient d'être dit. Après, il y a des questions qui sont des cas particuliers. Peut-être, Luc, voilà, tu peux peut-être prendre le relais sur les questions que tu aurais identifiées. Donc, moi, j'ai répondu à beaucoup de questions dans le chat, mais en pratique, comme un certain nombre d'auditeurs de la chaîne YouTube n'ont pas accès au chat du webinaire à proprement parler, je vais rapidement rappeler les réponses que j'ai faites. Et notamment, il y avait pas mal de questions sur les internes décalés. Donc, pour rejoindre le point précédent fait par Olivier Palombi et par notre collègue psychiatre, la psychiatrie appartient aux 26 spécialités médicales, plus la DES de biologie, plus le DES de chirurgie orale, qui sont dans une répartition à 2 matchings par an. Donc les décalés sont naturellement décalés, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas au premier matching qui aura lieu au 1er septembre, mais ils pourront participer au suivant, c'est-à-dire celui qui aura lieu en février. Par contre, dans les spécialités d'1 an, eh bien, quand les stages sont d'une durée d'1 an, eh bien, la personne qui va rentrer dans la phase docteur junior au 1er mai 2022 doit participer au 1er septembre au matching en indiquant dans sa lettre de motivation qu'elle est décalée. Le fait d'arriver décalé au 1er mai 2022 fait que il ne faut pas que cette personne oublie de faire le choix de son dernier stage de phase d'approfondissement. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une mesure qui a été proposée pour compenser l'absence du docteur junior sur les 6 premiers mois. Eh bien, en commission de répartition, dans les ARS, sera accordé au service qui n'aura pas de docteur junior pendant les 6 premiers mois de l'année universitaire, eh bien, on va proposer un poste supplémentaire de DES de phase d'approfondissement. Et donc, le chef de service qui accueillera le docteur junior en mai 2022 verra arriver dans son service un DES de phase d'approfondissement qui n'est pas du tout le futur docteur junior, mais qui est un DES qui a choisi après que la commission de répartition ait permis d'afficher les postes. Et deuxième compensation, c'est qu'au 1er novembre suivant, alors que le docteur junior est arrivé au 1er mai et n'est là que depuis 6 mois, eh bien, il y aura la possibilité pour ce service qui a un docteur junior décalé d'accueillir un deuxième docteur junior qui est normalement calé au 1er novembre. Et pendant les 6 mois suivants, qui seront les 6 derniers mois du docteur junior décalé et une période qui ira du 1er novembre 2022 au 1er mai 2023, eh bien, ce chef de service aura 2 docteurs juniors avant de n'en avoir plus qu'un, et ça permet en fait à personne de ne rester décalé et à tout le monde de se recaler en phase pour faciliter les choix ultérieurs. Alors, nous avons vu dans la vidéo
explicatif pour les RTS que les stages exemples avaient une restriction aux internes de la subdivision du stage. La mobilité sera-t-elle limitée pour certains stages? Alors, il y a une notion qui est un petit peu forte et qui existe effectivement, c'est que un responsable de terrain de stage doit prioriser les internes de sa subdivision. S'il y a un interne qui souhaite aller en stage chez lui, etc., et qui préfère avoir un interne d'une autre subdivision, ben il n'a pas cette possibilité-là. Donc il y a effectivement quelques niveaux de contraintes qui existent et qui sont quand même assez rarement utilisés, hein, puisque le plus souvent, les responsables de terrain de stage connaissent leurs internes et c'est rare qu'il y ait ce jeu de chaises et de contraintes. Je ne sais pas, Luc, si tu veux intervenir là-dessus, ça avait été un sujet de débat, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Moi, je propose d'enchaîner avec une autre question qui est une question à laquelle j'avais déjà répondu. Savez-vous si la suite du docteur junior est précisée? Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que dans le contexte de cette réforme, lorsque la phase docteur junior est terminée et que le DES, l'étudiant en fait obtient son diplôme, eh bien, il peut en effet accéder à un post-internat. Mais il peut décider aussi de s'installer en libéral, par exemple s'il est DES de médecine cardiovasculaire, il peut poser sa plaque de cardiologue, mais il peut aussi bien sûr postuler sur un poste d'assistant hospitalier ou de chef de clinique assistant. Donc, et il n'y a pas du tout d'implication. Et il y a même un point qui était un peu ambigu au début des contrats de formation. Moi, j'ai des collègues qui me contactaient en disant l'interne a écrit qu'il voulait être chef de clinique assistant. Est-ce qu'en tant que coordonnateur, si je signe son contrat de formation, ça veut dire que je m'engage à ce qu'il ait un poste de chef de clinique assistant? La réponse, bien sûr, est non. L'étudiant fait finalement état de son projet professionnel. Il a le souhait éventuellement de devenir chef de clinique assistant, mais personne, bien sûr, ne pourra lui garantir autre que finalement le chef de service qui accepte de le prendre comme futur chef de clinique. Et donc, ça peut figurer dans le contrat de formation, mais ça n'est pas implicite. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la réforme conçoit finalement le DES comme le seul diplôme et que derrière, en fait, on peut faire un post-internat ou pas en fonction de son projet professionnel. Alors, deux petites questions rapides. La première, c'est que devient le stage inter-CHU réalisé dans la même région? Vous avez bien compris qu'il est inclus dans les possibilités que vous avez dans l'expression de vos vœux. Donc, si vous voulez faire un inter-CHU dans votre région, il suffit de candidater à travers la plateforme. Et je vous invite quand même à prendre contact avec les coordonnateurs régionaux, éventuellement aussi le terrain de stage où vous souhaitez aller. Une autre question rapide, qui à mon avis va intéresser beaucoup de monde, c'est qu'un docteur junior peut-il être sur la liste de garde des internes pour des raisons d'effectifs, etc., ou de choix de service? Quelle sera la rémunération d'un docteur junior contraint de rester sur la liste de garde des internes? Peut-être Christelle, au niveau des GOS? Je suis toujours un peu gênée pour répondre sur les questions de rémunération parce que ce n'est pas forcément le bureau RH1. Mais si je comprends bien la question, la garde est rémunérée comme une garde d'interne et non pas comme une garde de senior. Oui, c'est ça. Voilà. C'est très important ce point, c'est que certains ont perçu que le docteur junior devait forcément faire des gardes de senior. En fait, ça n'est pas le cas. Au début de la phase docteur junior, le docteur junior qui arrive est sur une liste de garde d'interne pour peu qu'il soit dans une spécialité à garde. Et la rémunération est celle d'un interne. Et puis, lorsqu'il s'en sent la capacité et que son chef de service le sent également en capacité et donc est d'accord pour que le docteur junior participe à des gardes seniors, à ce moment-là, eh bien, le docteur junior prend des gardes de senior et là, a la rémunération de la garde de senior. Voilà. Ok, bon, moi, Luc, j'ai épuisé les questions sur YouTube, là, donc peut-être comme il nous reste une dizaine de minutes, sachant qu'on enchaîne. Alors, il y avait...
Voilà, donc je vais enchaîner sur quelques questions auxquelles j'ai répondu pour que nos jeunes amis de YouTube puissent en profiter. Une question était: l'évaluation de fin de phase 2 a-t-elle lieu sur CIDES? Quelles sont les modalités spécifiques? Donc j'avais bien expliqué que d'abord la seule le vrai point bloquant de la phase 2, c'est le passage de la thèse d'exercice, et ça c'est crucial, et ça faut que tous nos internes le comprennent. Il y a une date butoir le 31 octobre. Il faut avoir une date de soutenance avant le 31 octobre. Sinon, en fait, vous ne pourrez pas participer au matching. Mais en l'occurrence, si vous étiez pressenti pour arriver sur un poste docteur junior et que vous n'êtes pas en possession de votre thèse, vous ne pourrez pas en fait rester sur ce poste docteur junior après la date du 31 octobre. Donc, vous serez contraint en fait de reprendre un choix de phase d'approfondissement parmi les stages qui n'ont pas encore été pris. Donc, c'est crucial. Par contre, pour ce qui concerne l'évaluation, elle dépend en fait des DES. Et puis, certaines spécialités font des évaluations nationales sur CIDES-NG, mais c'est même pas dans les textes. Dans les textes, l'évaluation, elle est régionale. Et donc, certaines spécialités seulement font des modalités d'évaluation nationale. Il y avait une question que je n'avais pas forcément bien comprise et qui était, et donc si l'intéressé peut prendre la parole, est-ce que les internes référents pourront accéder à la plateforme CIMOP pour suivre la procédure et accéder aux différents documents? Et ma réponse avait été: qu'entendez-vous par interne référent? En gros, l'interne qui est un futur docteur junior, il va avoir accès à la plateforme. Maintenant, est-ce que c'est demander que les représentants des internes aient un accès privilégié à la plateforme pour s'assurer que tout se passe bien ou que les documents sont bien indiqués, bien fournis? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, tel que la chose est conçue, je ne crois pas qu'il y ait d'accès spécifique pour les syndicats d'internes ou les représentants, les membres de commissions locales, mais c'est quelque chose qu'on peut discuter. C'était Romain Varnier qui avait posé cette question. J'ai activé les micros. Après, sur cette question-là, ça peut être aussi hétérogène en fonction des subdivisions et des régions en particulier. Ça peut être une décision qui n'est pas obligatoirement nationale. Il peut y avoir des arrangements au niveau de chaque région. Alors, pendant ce temps-là, si Romain ne se manifeste pas, la question c'est combien on peut accueillir de docteurs juniors dans un service. Donc la réponse c'est plutôt 1 au maximum 2, sauf dans certaines très grosses structures où on peut imaginer qu'il y en ait plus de 2. L'important c'est qu'il y ait un vrai potentiel de formation, et vous comprenez bien que si on accueille trop de docteurs juniors, le risque c'est que leur capacité à se former du fait de l'activité même du service et du niveau de supervision ne soit pas optimale. C'est pour ça que c'est conçu comme ça. On a déjà répondu quand on aurait la liste des postes de docteur junior pour l'ensemble des spécialités, c'est le 1er septembre. Et puis, une question, c'était: bonjour, les procédures de l'année qui s'achève, quel pourcentage de matchs dès le premier tour, au second tour, au troisième tour? Alors, si vous ne parlez pas des poules éliminatoires du championnat d'Europe de football, par exemple, ou des Jeux Olympiques, il s'agit plutôt là de dire que, comme l'a dit Olivier Palombi, c'était à peu près 95% des étudiants qui étaient finalement placés après un premier tour, 4 et quelques pourcents après un deuxième tour, et seulement 4 sur 1200 l'année passée avaient eu recours au troisième tour, donc très très peu, et donc c'est un matching qui marche bien. Alors, après d'autres questions, une question qui était technique: qu'en est-il des spécialités où le docteur junior dure 2 ans? Donc, j'avais expliqué qu'il y avait, par exemple, toutes les spécialités chirurgicales en 6 ans, mais aussi les options interventionnelles de la cardiologie et les options interventionnelles de l'imagerie. Et donc, dans ces options qui sont des options en 2 ans et qui sont en phase de consolidation, c'est des stages tous les 6 mois. Et donc, c'est 2 matchings par an. Après, il y avait aussi des précisions demandées sur finalement quand aura lieu le matching prochain pour les spécialités qui ont 2 matchings par an. Donc, on avait expliqué que c'était février-mars 2022.
L'accès au secteur 2, je pense qu'on en a largement parlé et je ne pense pas qu'il faille revenir dessus. Toujours beaucoup de questions sur l'interchu et la participation au matching. Donc la réponse définitive, c'est à partir du moment où on demande un interchu, c'est à discrétion du coordonnateur et on ne participe pas au matching. Maintenant, il faut bien sûr que le coordonnateur sache finalement quels sont les interchus qui vont arriver, parce que si on fait participer au matching un service qui a une faible capacité de formation et qui accueille déjà un interchu, le risque, c'est que le docteur junior qui va être recruté dans ce service risque d'avoir à partager finalement un nombre d'actes faibles avec le docteur junior qui est en interchu, et à ce moment-là, il y a un peu une perte de capacité de formation. Luc, je te propose une dernière question, si tu es d'accord, parce qu'il faut qu'on enchaîne après nous pour les RTS. Et peut-être donner comme info aussi, Luc, qu'on répondra avec l'aide de la DGOS tous ensemble à toutes les questions qui sont posées, auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Et en particulier, toutes les réponses que tu as saisies à la main seront diffusées très largement. Donc peut-être, Luc, voilà. Une dernière question, puis un petit mot d'en revoir, d'encouragement. Oui, bah, écoutez, peut-être si on prend une dernière question, j'ai du mal parce que toutes concernent à peu près les mêmes points et les mêmes décalages de 6 mois. Donc là, j'en ai au moins 7 ou 8 qui concernent le décalage de 6 mois. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très très important pour vous et on l'a bien compris. Il y a peut-être un point important, c'est que certains pensent, et c'était François Motin qui posait cette question, il y a des personnes qui ont pris des contacts avec les chefs de service préalablement et puis on va tous participer au matching et en fait, c'est pipé d'avance. En fait, il y en a qui ont eu un piston parce qu'ils ont déjà discuté et donc, comment on fait? Et la réponse, c'est si on a un bon contrat de formation bien rempli, un bon CV, une belle lettre de motivation, qu'on met les cœurs où il faut, ben, il y a peut-être des chefs de service qui vont se dire ben, j'avais dit oui à un tel, mais là, celui qui postule ou celle qui postule, ben, il a l'air vraiment d'être très fort et puis d'avoir une très bonne détermination et un projet professionnel passionnant, donc je vais plutôt prendre celui-là. Donc jouez votre carte, ne vous laissez pas intimider. Donc moi, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. On vous fournira des réponses détaillées pour toutes vos questions. Le but de ce webinaire était d'essayer de balayer l'ensemble des questions possibles et donc lisez bien attentivement à distance nos réponses. Il me reste à vous remercier toutes et tous, à remercier la DGOS, à remercier Olivier Palombi pour le travail considérable qu'il fait avec toute l'équipe de l'UNES, et puis à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance pour cette phase Docteur Junior, avec l'espoir que vous ayez tous la possibilité d'acquérir l'autonomie, qui est un mot-clé au cours de cette réforme. Merci à tous. Merci à toi aussi, Luc, pour tout le temps passé, la patience à expliquer cette réforme. Effectivement, on vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.